Excellent. Donc, rebonjour tout le monde et bienvenue ce midi à notre nouvel entretien Mail Impact. Donc, aujourd'hui, là, tel que mentionné sur la fiche, on discute de sécurité informatique là, en temps de pandémie. Donc, aujourd'hui, pour le webinaire de ce midi, j'ai trois intervenants qui sont avec moi qui vont présenter là, divers sujets qui touchent la sécurité informatique. Donc, premièrement, j'ai ma collègue Joëlle Girard-Fortier, qui est directrice de compte chez Medfar là, depuis peu, puis qui est également avocate de formation. Sinon, ben, on a également Dr Robert Amiette, qui est médecin en chef chez Medfar et cardiologue de formation. Donc, Robert est avec nous chez Medfar depuis plus de 6 mois déjà. Puis, finalement, on a Patrick Sid, que vous connaissez probablement, là, qui est chef du développement de produits et cofondateur chez Medfar, donc qui est avec nous depuis les tout débuts de chez Medfar, puis qui est également ingénieur de formation. Donc, Patrick, là, qui est vraiment notre spécialiste là, au niveau sécurité informatique là, de tout ce qui touche la plateforme de Mail. Donc, peut-être pour vous mettre en contexte avant de débuter, ben, en fait, au niveau de l'ordre du jour aujourd'hui, on va parler du contexte actuel. Donc, on sait que la pandémie amène certains défis au niveau de la sécurité des informations. On va voir quelques études donc, qui vont nous donner encore une fois une perspective différente. On va discuter avec vous de comment mettre fort en ce moment, puis en fait, ben, pas juste en ce moment en temps de pandémie, mais à tous les jours, protège vos données. On va vous présenter aussi quelques trucs, quelques outils là, qui vous permettent de faire en sorte que vous-même, là, vous contribuez à protéger les données. Et comme à l'habitude, à la fin, on va procéder avec une période de questions et réponses. Oui, donc merci Charles. Donc, on va commencer par faire un bref tour d'horizon de l'environnement légal qui entoure la protection des renseignements personnels au Québec. Donc, je pense que la première question à se poser, puis celle qui intéresse tout le monde, là, c'est qui est responsable de la protection des données personnelles en sa possession. Donc, au Québec, c'est vraiment le Code des professions qui vient répondre à cette question-là en disant que le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Donc, évidemment, là, tous les professionnels sont régis là, par le Code des professions, donc ça inclut évidemment les médecins, donc qui doivent se soumettre à ce code-là et respecter la confidentialité des données de leurs patients. Donc, quand on parle de tout renseignement de nature confidentielle, c'est bien important de comprendre qu'on parle évidemment de ce que contient le dossier médical, donc les antécédents médicaux ou la médication que prend le patient, mais on parle également de tous les renseignements de nature confidentielle qui permettraient d'identifier le patient. Donc, par exemple, les coordonnées du patient. Donc, c'est aussi couvert par ça, puis c'est aussi des informations que les médecins se doivent de conserver confidentielles. Donc, les professionnels, selon le Code des professions, engagent vraiment leurs responsabilités civiles et professionnelles, puis ne peuvent pas se décharger de cette responsabilité-là en la déléguant, par exemple, à leur personnel de soutien ou à un fournisseur avec qui ils font affaire. Donc, c'est vraiment le code de déontologie des médecins qui vient un petit peu préciser cet aspect-là en disant que le médecin doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu'il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l'information. Donc, ça veut vraiment dire que c'est le médecin là, qui conserve toute la responsabilité de la confidentialité des données. Puis, c'est ça qui fait en sorte, en fait, que c'est extrêmement important pour les professionnels de choisir des fournisseurs en qui ils ont confiance, puis qui se dotent de bonnes mesures en termes de cybersécurité, puis qui sont transparents à ce niveau-là, qui vont pas laisser des brèches de sécurité ou qui vont pas divulguer les données personnelles des patients, par exemple. Donc, la deuxième question à se poser, c'est où sont stockées les données et quelle loi régit le stockage de ces données-là? Donc, c'est une question à laquelle on va revenir un petit peu plus loin dans la présentation, mais je peux quand même tout de suite vous dire que Medfar a pris la décision de stocker les données sur le cloud avec le fournisseur Microsoft Azure, qui est un système extrêmement sécuritaire. Puis, les données sont stockées principalement au Québec.
De plus, comme vous savez, Medford, c'est une entreprise québécoise qui a son siège social au Québec, à Montréal, ce qui fait que la loi qui prévaut là, en matière de protection des données puis de renseignement personnel pour toutes les données qui sont stockées chez Medford, c'est la loi québécoise qui est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, on est extrêmement choyé à ce niveau-là, étant donné que c'est une loi qui est très protectrice là, si on la compare à des lois de d'autres juridictions, puis qui empêche là, vraiment la divulgation de données personnelles à des tiers sans le consentement de la personne, sauf évidemment quelques exceptions. Donc, c'est vraiment le contexte de l'environnement légal là, qui prévaut au Québec en ce qui concerne les données personnelles des patients. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Robert qui va pouvoir vous parler un petit peu plus de l'environnement social là, qui prévaut en ce moment. Excellent, merci Joël. Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais donner un peu une perspective sur le genre de manchette qu'on a pu voir avec les enjeux de cybersécurité. Je vais juste passer à la prochaine. Je vais juste... voilà, je m'excuse. Donc, en termes de cyberattaque, là, on a vu ces événements-là défrayer les manchettes. Puis je veux remettre ça dans son contexte puis parler de l'importance de cet enjeu-là. Donc, je ne vais pas faire un sommaire exhaustif de toutes les manchettes qu'on a pu voir dans les dernières années, mais parler du genre d'attaque qui est faite. Donc, à ce jour, la plus grande cyberattaque là, menée par des pirates bien organisés, professionnels, qui a attaqué le domaine de la santé, en tout cas celle qui est connue, c'est celle qui a attaqué un assureur privé aux États-Unis qui s'appelle Anthem. Ça a défrayé les manchettes, on en a parlé pendant bien longtemps. C'est arrivé en 2015. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette attaque-là, là, c'est des informations confidentielles de plus de 78 millions de patients. En fait, c'est plus près de 79, là, c'est 78,8 millions de patients aux États-Unis dont les données personnelles ont été compromises. Donc, évidemment, ça a eu énormément de conséquences. C'est une attaque qui était bien organisée, puis les pirates ont eu accès aux données pendant plusieurs semaines. Et c'est une cyberattaque là, qui est comparable à celle de l'agence de crédit Equifax, là, qui était de cet ordre de grandeur-là. Equifax, c'était même encore plus. Là, c'était plus d'une centaine de millions de données de personnes qui avaient été touchées. Mais donc, il y a énormément d'énergie qui est déployée par les pirates pour essayer d'avoir de l'information des patients. On dit aux États-Unis, là, et c'est le chiffre officiel du gouvernement américain, qu'en 2017 et 2018, les données de plus de 40 millions de patients ont été compromises par des activités de piratage informatique. Donc, pourquoi est-ce que des pirates attacheraient de la valeur aux données des patients et pourquoi cette activité-là est si présente? En fait, on dit que les données des patients sont les données informatiques volées, piratées qui ont le plus de valeur et sont vendues sur un marché noir parce qu'elles permettent le vol d'identité médicale. Donc, avec ces informations-là sur des patients, on peut obtenir des prescriptions et des traitements qui sont donc détournés et demandés de manière illicite au système de santé. Puis on peut également détourner des remboursements d'assurance santé. Ça peut être aussi pour certaines organisations ou certains individus des instruments de chantage avec lesquels ils peuvent faire des menaces, procéder à de l'extorsion ou du trafic d'influence. Donc, c'est sûr que des gens qui sont des politiciens, des décideurs, des gens qui sont riches et célèbres sont plus sujets à ce genre de piratage-là ou d'exercice-là. Donc, quand on a l'information sur quelqu'un, on peut le faire chanter, on peut ternir sa réputation, puis on peut tenter de faire une extorsion d'argent ou d'influence. Puis de la même manière, on peut procéder à des fraudes financières avec les données de n'importe qui, donc des vols d'identité, ouvrir des comptes bancaires, avoir accès à se créer des cartes de crédit, pirater des comptes bancaires existants pour faire des détournements de fonds, puis également une attaque qui est très en vogue, là, le fameux phishing, c'est-à-dire de l'hameçonnage. En connaissant les données de certaines personnes, on peut essayer de communiquer avec eux puis de leur faire des extorsions de fonds. Le coût moyen aux États-Unis
de vol d'identité et de vol de données médicales pour chacun des patients de l'ordre de 14 000 US. Donc, c'est massif, c'est énorme. Et les entreprises, les institutions aux États-Unis, dans les 5 prochaines années, vont investir, c'est la projection, environ 65 milliards de dollars pour protéger leurs données. Donc, c'est un énorme marché, c'est un énorme enjeu de société. Ce qui est plus inquiétant, puis vous avez peut-être vu ces manchettes-là récemment, c'est qu'au-delà de piratage informatique par des professionnels bien organisés et bien systématiques, comme j'ai présenté dans les pages précédentes, ce qui est plus inquiétant, c'est un peu, je dirais, la négligence, la désuétude de certains systèmes qui permettent d'avoir accès presque directement à certaines données. Donc, vous avez peut-être entendu parler d'enquêtes qui ont été faites par une agence de sécurité informatique allemande qui a été publiée dans différentes revues vers la fin de 2019. Puis essentiellement, ce qu'on voyait, c'est que les systèmes PACS aux États-Unis et partout à travers le monde donnaient accès presque directement à n'importe qui est sur l'Internet à des données patients. Donc, c'était surtout des images médicales, mais il y avait également des données démographiques parce que les données médicales n'étaient pas anonymes. Donc, un spécialiste de cybersécurité dans un de ces articles-là disait c'est même pas du piratage, c'est un accès direct, c'est une porte ouverte sur les données des patients. Donc, ça aussi, c'est un élément inquiétant puis qui nous rappelle qu'on a une responsabilité comme institution, puis également comme professionnel de la santé, de bien protéger les données de nos patients en choisissant des solutions, évidemment, qui sont à propos. Oups, je m'excuse. Voilà, donc l'enquête a été publiée en septembre dans ProPublica et il disait qu'aux États-Unis, il y avait 195 serveurs PACS par une agence de sécurité informatique qui avait été identifiée comme étant sans précaution de sécurité de base. 15% de ces serveurs-là n'avaient même pas de mot de passe, donc c'est un accès direct de l'Internet et ça exposait les images de presque 22 millions de tests d'imagerie. Et c'était surtout aux États-Unis des cliniques privées, des services de radiologie, donc des plus petites institutions, les hôpitaux aux États-Unis étant plus sensibilisés, ayant des précautions beaucoup plus robustes. Encore une fois, le danger, c'est les données démographiques qui étaient associées. Et puis le PACS, le système d'imagerie, était en fait une porte d'entrée dans tout le système informatique de la clinique. Cette étude-là, donc, montrait des zones chaudes aux États-Unis où il y avait moins de précautions de sécurité. Et puis, cette étude-là, cette enquête-là a été étendue également aux serveurs dans une cinquantaine de pays occidentaux où ils ont identifié qu'il y avait le même problème que ce qui avait été identifié aux États-Unis. Là, on parlait d'une seule, encore une fois, la même agence allemande de sécurité informatique qui avait réussi à avoir accès à travers l'Internet, à presque 600 serveurs PACS dans ces 50 pays-là. Il y avait des hôpitaux également qui étaient vulnérables et ça leur avait donné accès à plus de 1 milliard d'images médicales, c'est-à-dire 35 millions de tests d'imagerie, compromettant les données de plus de 10 millions de patients. Donc, c'est vraiment un problème qui n'est pas limité aux États-Unis, c'est vraiment un problème qui est très généralisé. Et dans ce cas-là, pire que dans l'étude ou l'enquête faite aux États-Unis, c'était le quart de toutes ces images-là qui étaient accessibles directement sans qu'il y ait de mot de passe pour les protéger. Le Canada ne faisait pas nécessairement bonne figure. Là, il était sur les 50 pays, 39e en termes de quantité de données accessibles directement sur l'Internet. Donc, certainement un enjeu qui nous touche et auquel on doit être sensibilisé parce que ce sont les cliniques, les médecins, les praticiens qui sont responsables d'assurer la sécurité des données de leurs patients. Sur ce, je vais passer la parole à Patrick, qui va nous parler de la perspective de l'ingénieur, puis comment Medphar se positionne en termes de cybersécurité. Merci beaucoup. Évidemment, donc, je vais vous parler de cybersécurité. Le but, c'est pas pour moi de vous noyer dans plein d'informations, mais vraiment de vous expliquer comment Medphar se positionne comme votre partenaire de cybersécurité, puis quelles sont les mesures que nous prenons pour nous assurer que les moyens qu'on vous donne vous permettent naturellement de vous conformer aux lois qui sont applicables. On va commencer d'abord par juste une petite mise en contexte. Au Canada, les organisations subissent en moyenne 40 cyberattaques par année. On ne parle pas de 40 cyberattaques qui aboutissent en succès, mais il y a 40 tentatives par année pour chaque organisation au Canada en moyenne. Pour les cybercriminels, comme le disait Robert un peu plus tôt, les dossiers médicaux ont 50 fois plus de valeur que les données de carte de crédit. Je vais vous expliquer, Robert en a parlé beaucoup, mais je vais vous expliquer aussi, il y a une petite notion qui est très importante et qui est sur le point de changer, qui va nous aider un peu à contrecarrer cet effet-là.
Je pense que la statistique la plus alarmante, c'est celle-ci. C'est plus de 93% des organisations de santé ont été victimes d'une brèche de données au cours des 3 dernières années. Encore une fois, on ne parle pas d'une attaque malveillante externe nécessairement. C'est quelque chose qui venait généralement de l'interne. Et puis, c'est là où la dernière statistique est importante, c'est que la santé est le seul secteur où les acteurs internes constituent la plus grande menace. Donc, pourquoi? Pourquoi tout ça? D'abord et avant tout, c'est important de comprendre que le domaine de la santé, les intervenants du domaine de la santé sont très peu sensibilisés et éduqués quant au risque de cybersécurité. Contrairement à l'industrie financière qui a subi un virage numérique un peu plus tôt, le domaine de la santé accuse des graves retards. Et puis, une des choses aussi là, qui explique pourquoi le vol d'identité médicale a plus de valeur que les données de carte de crédit, c'est qu'il risque de passer inaperçu pendant plusieurs mois. Donc, encore une fois, si on se compare à l'industrie financière, ben, on a tous des moyens qui sont à notre disposition pour aller regarder nos relevés bancaires et regarder si les transactions qui figurent sont les transactions que nous avons effectuées. Alors qu'en santé, c'est un peu plus compliqué pour un patient de savoir ben, quelles sont les données médicales qui me concernent, qui sont consignées dans les différentes bases de données, puis qui a accédé, pourquoi et à quel moment. Donc, c'est quelque chose qui, on l'espère, va changer bientôt. Qu'est-ce que la COVID-19 vient changer dans ce contexte-là? Ben, c'est très simple, vous l'avez certainement vécu aussi, c'est qu'il y a des changements fondamentaux qui ont été faits au niveau des technologies. Donc, il y a plusieurs technologies qui ont vu le jour. Et puis, ça constitue des nouveaux vecteurs d'attaque. Il faut se rappeler aussi qu'en temps de crise, ben, la balance entre l'innovation et la sécurité, c'est un peu difficile à juger parce qu'on ne veut pas d'un côté retarder l'innovation qui peut nous aider à combattre cette crise-là, mais on ne veut pas non plus avoir à gérer 2 pandémies, là, une pandémie de virus et une pandémie de virus informatique. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre aussi là, dans ce contexte-ci. Je vous conseille, sans rentrer dans ce détail-là, je vous conseille fortement d'aller regarder les pratiques exemplaires de cybersécurité qui ont été émises par le Centre de sécurité des télécommunications du Canada. Ça va couvrir l'utilisation des mots de passe, le voyage, comment voyager avec ces dispositifs mobiles, les connexions à des réseaux Internet qui sont publics. Ça va aussi parler de quels moyens de communication privilégier. Donc, c'est une lecture qui est très intéressante, que je vous conseille fortement d'aller lire. De mon côté, je vais plutôt me concentrer sur la directive principale pour la protection des renseignements personnels, donc ce qu'on appelle la PRP, et le rôle que vient jouer le ministère dans cette équation-là. Je vais aussi vous parler, donc vous avez pour la plupart d'entre vous là, choisi Medfar comme partenaire à ce niveau-là, puis je veux vous parler des avantages implicites qui viennent avec le virage infonuagique que nous avons pris vers la fin de l'année passée. Et puis, je vais aussi vous dire comment est-ce que Medfar fait pour s'assurer de demeurer un bon partenaire pour vous en matière de cybersécurité. D'abord, commençons par le rôle du ministère. Donc, nous sommes, comme vous le savez, là, certifiés annuellement par le Bureau de certification et d'homologation. Le processus s'appelle la trousse globale de vérification, la certification TGV. Et puis, elle couvre tous les aspects de la protection des renseignements personnels ainsi que les critères de sécurité. Donc, les critères de sécurité, on parle de sécurité physique, donc l'accès physique à des serveurs, mais on parle aussi de sécurité logique, donc les mots de passe, l'encryption, la communication des données. Puis, ça couvre aussi tous les processus de Medfar Solutions Cliniques. Donc, de la vente jusqu'au transfert de données, jusqu'à la mise en revue de l'équipement. Donc, c'est vraiment une certification qui est assez exhaustive. Puis, qu'est-ce que ça cherche à faire? C'est, bon, nous rappeler de la première directive qui veut que les utilisateurs, donc les cliniques à toute fin pratique, sont les personnes responsables des renseignements personnels collectés, et ce, sur tout le cycle de vie. Donc, de la collecte jusqu'à la destruction, c'est vous qui en avez la responsabilité. Puis, le but de ma présentation, c'est de vous expliquer comment Medfar se positionne pour nous assurer que les moyens qu'on met à votre disposition vous permettent naturellement de vous conformer aux lois qui sont applicables. On va commencer par le premier volet, donc la collecte de renseignements. Ce que la loi veut, dans le fond, c'est que les parties qui
participent à la collecte de renseignements le font uniquement par nécessité pour l'exercice de leurs fonctions. Donc, on veut vraiment se limiter au minimum requis dans les données qui sont colligées. Et si jamais il y a une tierce partie qui est impliquée dans la collecte, on veut s'assurer que celle-ci aussi se limite seulement aux données qui sont requises. Donc, évidemment, dans le cas de Medfort, on ne participe pas à la collecte, là, on n'est pas avec vous dans l'entrevue avec les patients, mais cependant, on vous donne là, les manières par exemple, si le numéro d'assurance sociale n'est pas requis pour la création d'un dossier, ben, vous ne voyez pas le champ dans la création d'un dossier. C'est aussi simple que ça. Puis, on a tous vécu un peu en essayant, par exemple, des logiciels qu'on peut acheter sur Internet. Puis, il y a une période d'essai gratuit. Puis, quand on nous demande le numéro de carte de crédit, on a tous le réflexe de dire, ben, si c'est gratuit, tu n'as pas besoin de mon numéro de carte de crédit. C'est le même concept, là. Si on n'a pas besoin de l'information, il ne faudrait pas la demander. Ensuite, au niveau de l'accès, c'est important de comprendre que les seules personnes qui peuvent avoir accès à un renseignement personnel sont celles qui doivent y avoir accès, et ce, dans l'exercice des fonctions. Ce n'est pas à n'importe quel moment, mais c'est pour exercer les fonctions. Donc, évidemment, on limite l'accès aux données médicales. Comme vous le savez, les comptes administratifs n'ont pas accès au volet médical du dossier. Et puis, c'est important de n'accéder au dossier que par nécessité, de ne pas regarder tous les dossiers des patients pour le fun, hein, mais vraiment dans le cadre de la prodiguation de soins, c'est dans ce moment-là qu'on devrait accéder au dossier. Du côté de Medfort, il y a quelque chose qui est sous-jacent à ça, c'est qu'on limite les accès aux données de production seulement aux équipes de première et deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est pas toutes les équipes chez Medfort qui ont accès à la production. Évidemment, le soutien technique a besoin d'accéder à la production, puis évidemment, le monde en transfert de données et en implémentation vont aussi accéder aux données de production, mais les ventes, le développement général, donc la R&D, n'a pas nécessairement besoin d'accéder aux données de production, donc nous avons des processus et des méthodes en place pour nous assurer que c'est le cas. Ensuite, en termes d'utilisation, un renseignement personnel ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'extraction de données pour les études populationnelles, peu importe l'incitatif financier, sans avoir obtenu préalablement le consentement du patient. Côté Medfort, le corollaire de ça, c'est que on ne fait aucune extraction de données, même si celles-ci sont dénominalisées. Et puis, on ne bâtit pas non plus d'entrepôt de données, peu importe la finalité. Donc, si vous avez suivi les manchettes aussi récemment, vous avez pu voir sans doute que c'est pas nécessairement tous nos confrères, consoeurs du monde des dossiers médicaux électroniques qui ont suivi cette règle-là. Donc, on est content qu'à un moment donné, le gouvernement ait sévi à ce niveau-là, puis c'est quelque chose qu'on prend vraiment à cœur, là. On ne veut pas utiliser les données pour quelconque autre raison. Ensuite, en termes de communication, on ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Donc, évidemment, il ne faut pas communiquer des informations à des tierces parties sans avoir obtenu le consentement du patient. Puis le consentement, il n'y a pas besoin d'être explicite. Il y a la notion du consentement implicite dans la prodigation de soins. Et puis, c'est important aussi de communiquer uniquement les renseignements qui sont nécessaires. Donc, si on est dans un système qui permet, par exemple, en entrant un espèce de code, d'avoir accès à toutes les informations d'un patient qui ont été colligées dans n'importe quelle instance du dossier médical électronique, ce n'est pas conforme à la loi, tout simplement. Il faut vraiment s'assurer de partager uniquement l'information qui est requise pour la transaction, comme on dit. Donc, si vous pensez aux demandes que vous faites par le CRDS, aux demandes de consultation, vous ne transmettez pas tout le dossier d'un patient, vous transmettez vraiment uniquement ce qui est requis pour le cadre de cette demande de consultation-là. Du côté Medfort, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que si jamais il y a un problème au support qui a besoin de passer à l'équipe de développement, on ne partage pas l'information nominative du patient à l'équipe de développement. Il y a une autre manière de pouvoir intervenir à ce niveau-là en préservant l'anonymat du patient. Au niveau de la rectification, c'est quelque chose qui est très important. On en a parlé un peu là, mais d'emblée, une personne concernée doit pouvoir être informée de l'existence d'un renseignement personnel qui la concerne et doit aussi avoir des méthodes de rectifier cette information-là si elle n'est pas correcte.
Donc, c'est ce qu'on parlait un peu plus tôt. Il y a un journal des transactions dans l'industrie bancaire, mais dans l'industrie médicale, les patients n'ont pas vraiment de moyens de comprendre là, qui a accédé à leur dossier et pourquoi. Donc, quelles sont les méthodes qu'on vous offre? Vous avez, à même l'interface de consultation, vous avez un journal des modifications. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous avez déjà documenté, par exemple, un antécédent médical, bien, vous pouvez voir dans l'évolution de cet antécédent médical-là qui sont les autres intervenants qui ont aussi participé à cet antécédent-là. Vous avez aussi un module de journalisation qui est disponible pour des analyses plus poussées. Donc, ce n'est pas tout le monde qui, d'emblée, a accès à ce module de journalisation, mais ce module de journalisation-là permet aux administrateurs du système de voir, par exemple, quels sont les dossiers patients auxquels un certain intervenant a accédé. Vous avez aussi pour les clients qui utilisent le portail patient, c'est important de savoir que le patient a dans son portail un registre des actions aussi qui ont été faites sur son compte portail. Donc, les partages de documents, les mises à jour du mot de passe, les messages qui sont envoyés sont tous journalisés, ce qui permet au patient qui accède à son portail de regarder quelles sont les actions qui ont été faites sur son dossier. Donc, ça vient aider un peu à alléger cette menace-là. Et puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que du côté de Medfort, bon, évidemment, on n'utilise pas le logiciel pour consigner de l'information dans vos cliniques, là. Mais cependant, on bâtit des interfaces entre, par exemple, le RVSQ, le DSQ, les laboratoires. Donc, il y a une consignation de données, il y a une modification des données qui peut se faire sur votre environnement sans nécessairement l'intervention manuelle d'un humain. C'est important que vous compreniez que même ces actions-là sont journalisées et que ce journal est préservé indéfiniment. Puis j'exagère même pas, là, c'est préservé indéfiniment. Donc, à n'importe quel moment, on peut aller voir pour quelle raison est-ce qu'on a reçu ce laboratoire-là, pourquoi est-ce que la valeur du labo a été changée, d'où viennent ces informations du patient. Donc, on a accès à ces infos-là de notre côté aussi. Ensuite, bon, le point sur la conservation, la sécurité, la destruction, il y a beaucoup de textes là, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que il faut prendre les mesures de sécurité qui sont à la mesure de la sensibilité, la finalité, la quantité, la répartition et le support des données qu'on consigne. Okay? En gros, évidemment, depuis le virage numérique, c'est plus dans les cliniques que se trouvent les dossiers médicaux. Là. Vous nous faites confiance avec ça, vous avez sous-contracté cette responsabilité-là. Puis c'est important, donc, pour moi maintenant de vous parler de l'infrastructure numérique, puis comment est-ce que notre infrastructure vous permet de rencontrer vos obligations à ce niveau-là. Puis je ne rentrerai pas dans le détail de ce que vous voyez à l'écran, là, qui sont toutes les composantes logiques qui permettent à Mile d'être l'écosystème qu'on connaît avec le DME, le portail, l'analytique, Télémed et toutes les interfaces qu'on connaît. Puis je n'irai pas non plus dans le détail de qu'est-ce qui distingue l'info nuagique d'une architecture standard. Mais il y a une chose qui est très importante que je tiens vraiment à souligner, c'est que, bon, ce qui distingue principalement l'info nuagique du standard, c'est que dans un mode info nuagique, on impartit à des experts, donc à Microsoft dans le cas, à Google, Amazon, peu importe, on leur impartit la responsabilité du matériel, donc des ressources matérielles, et puis, eux, en retour, nous exposent des services et des configurations qui, d'emblée, respectent des standards et des normes qui sont sectorielles ou internationales. Donc, un exemple bien concret, c'est qu'en utilisant les services Microsoft Azure, ben, Medfort s'assure qu'en termes de sécurité, elle répond aux mêmes critères de sécurité pour lesquels Microsoft est audité à chaque année. On répond aussi par le fait même aux normes internationales comme les normes ISO qui viennent régir certains processus et on respecte aussi des normes sectorielles. Donc, les normes de la santé au Canada, ben, la loi s'appelle PIPEDA. Aux États-Unis, on connaît HIPAA, on connaît HITECH. Donc, le simple fait d'utiliser ces services standards-là nous permet de nous conformer à ces normes. Donc, les avantages concrets à un niveau infonuagique, ben, on en a parlé, la conformité, les certifications. Donc, d'emblée, il y a plus de 30 certifications sectorielles internationales auxquelles on se conforme ou qu'on peut se conformer, donc si on fait les choses comme il faut.
En termes de résilience, de redondance et de continuité aussi, c'est très intéressant parce que, comme Joël nous le disait plus tôt, pour les ressortissants québécois canadiens, on a l'obligation que les données se maintiennent sur le sol canadien sur tout leur cycle de vie. Et puis, on a aussi des obligations où on veut offrir la disponibilité d'un service qui est très élevé. On ne veut pas qu'il y ait de panne, évidemment. Donc, ça nous prend 2 sites et on a la possibilité avec Microsoft, qui est disponible dans 140 pays, d'avoir 2 sites au Canada, qui nous permettent d'avoir un site principal à Québec, où on a ce qu'on appelle la multiplicité des données. Donc, les données sont disponibles en plusieurs multiples au Québec. Donc, si jamais il y a un problème au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'Internet qui vient affliger le centre de données au Québec, ben, on a de la redondance sans avoir à basculer sur le centre de relève qui, lui, se trouve à Toronto. Donc, le centre de relève de Toronto nous permettrait, si jamais il y a un problème à Québec, de basculer toute la production sur un autre site indépendant qui respecte encore les lois qui sont applicables. Le fait d'avoir plusieurs sites, ça nous permet aussi d'avoir des données qui sont sauvegardées en plusieurs copies. Donc, quand on parle de sauvegarde de données, là, on parle de backup à toute fin pratique. Puis, pour vous donner un exemple, un gigabyte de données pour un client sur un cycle de vie de 6 ans, disons, est répété 19 fois. Donc, ça équivaut à 19 gigs pour mettre fort. Puis, la raison est très simple, c'est qu'on veut vraiment se protéger en termes de corruption. Et il y a aussi une autre attaque qui est très populaire, de laquelle a souffert l'année passée, si on se rappelle, Bonjour Santé, ce qu'on appelle les rançongiciels, les ransomware. Donc, ce que ça fait, cette attaque-là, c'est que l'attaquant malveillant va accéder au système, va prendre le contrôle des données et va encrypter les données, de sorte que le fournisseur de services ne peut plus accéder à ses propres données. Puis en échange, l'attaquant malveillant demande effectivement une rançon là, pour désencrypter ces données-là. Mais le fait d'avoir des données qui sont sauvegardées en plusieurs copies et sur plusieurs localisations nous permettrait, dans le cas d'une attaque, de tout simplement mettre à terre le centre de données et puis d'en rebâtir un nouveau avec une copie des données qu'on peut certifier comme étant intègre. Donc, c'est quelque chose qui est très important, qui est très intéressant aussi, qui est une technologie qui est propre à Microsoft, là. Donc, on est très, très, très content d'avoir ça à notre disposition dans notre arsenal. Mon dernier point pour vous, c'est comment est-ce que Medphar s'assure de demeurer un bon partenaire en termes de cybersécurité avec la crise de la COVID-19, avec les attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, ben, on met la protection des renseignements personnels en premier plan. Ça, ce que ça veut dire concrètement, ben, il y a des analyses de risque à chaque changement. Puis, on l'a vu récemment avec MyTelemed, où on a pris la décision de ne pas prendre un autre utilitaire qui existe déjà dans le marché, mais vraiment de bâtir quelque chose qui est propre à nous et puis qui fait en sorte que Medphar peut s'abstraire de l'équation de téléconsultation, qu'on n'a pas besoin d'enregistrer la session ou de faire en sorte que toutes les sessions passent par nos serveurs. Donc, vraiment, en termes de sécurité, on met en contact un patient avec le membre du personnel, puis après, on s'abstrait complètement de cette équation. Vous avez aussi remarqué qu'on est très parcimonieux avec les interfaces et le partage d'informations. Notre manière de voir les choses, c'est que vous nous faites confiance avec vos données, puis avec la gouvernance de vos données. Puis, ce serait bien malveillant de notre part de faire intervenir une tierce partie avec laquelle vous n'avez pas nécessairement un contrat ou une entente, qui peut avoir des incitatifs économiques bien différents des nôtres, puis de demander à cette tierce partie-là de vous rendre un service par notre entreprise. Donc, vraiment, les interfaces, on se tient, puis que ce soit les interfaces de laboratoire ou même les autres produits qui sont auxiliaires, qui font partie de l'écosystème de Mile, le portail patient, la borne, etc. On aime ça garder ça à l'interne pour qu'on s'assure que ces produits-là respectent les mêmes règles et sont tenus aux mêmes normes de sécurité que nous. On instaure aussi une culture de sécurité qui vise à ce que les employés soient continuellement formés. Nous avons aussi un directeur de la qualité qui s'assure que même si ce n'est pas un requis pour nous, que Medphar se soumet quand même à la norme ISO 13485 pour la création là, de dispositifs médicaux. Donc, vraiment, l'entreprise est certifiée ISO aussi, même si ce n'est pas nécessairement un requis ministériel ou gouvernemental. Vous devez savoir aussi que plus de 30% des recettes sont réinvesties
dans la sécurité des données. Donc, c'est une manière pour nous de demeurer à la fine pointe toujours et de s'assurer qu'on évolue avec les menaces qui sont elles aussi évolutives. Et puis, il y a une veille technologique qui est faite. Là, vous le savez, une de nos missions, c'est de mettre la technologie au service de nos clients. On l'a fait en 2012 en certifiant la première application web. On l'a fait récemment avec le premier DME homologué sur un cloud public. Mais vraiment, la technologie, c'est très important pour nous de demeurer à la fine pointe et qu'on s'assure que tous les moyens sont utilisés pour maintenir la sécurité et la disponibilité des données avec lesquelles vous nous faites confiance. Ça fait le tour pour moi. Je retourne la parole à Joël, je crois bien. Oui, merci beaucoup, Patrick. Donc, maintenant qu'on a mis la table sur l'importance de respecter la confidentialité des renseignements personnels, puis sur ce que Medphar fait là, pour vous appuyer là-dedans, on aimerait vous donner quelques petits trucs rapides que vous pouvez appliquer en matière de sécurité des données. Donc, vous pouvez appliquer ces trucs-là, évidemment, avec Mail, mais aussi avec vos ordinateurs personnels, puis avec vos autres logiciels. Donc, notre premier truc, c'est d'utiliser un mot de passe qui est sécuritaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mot de passe sécuritaire? C'est un mot de passe qui est composé de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Puis, on vous conseille d'utiliser un mot de passe qui contient au moins 8 caractères. Donc, de cette façon-là, ça rend le mot de passe plus difficile à deviner pour quelqu'un qui voudrait accéder à vos données. On vous conseille également, évidemment, là, de garder le mot de passe confidentiel. Donc, ça veut dire qu'on vous déconseille fortement de le partager avec vos collègues, votre personnel de soutien ou même votre famille. Puis, on vous conseille également d'avoir un mot de passe qui est unique. Donc, ça veut dire d'avoir un mot de passe distinct pour chacun de vos outils. Puis, également d'avoir un mot de passe qui est pas partagé là avec d'autres personnes, donc que d'autres personnes ne pourraient pas avoir le même mot de passe. Donc, pour vous donner un petit exemple de ça, Bonjour 01 serait probablement pas un mot de passe sécuritaire parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas unique parce qu'il est utilisé probablement par beaucoup d'autres personnes. Puis, finalement, on vous conseille de modifier régulièrement le mot de passe de façon à rendre encore plus difficile la tâche aux personnes qui essaieraient d'accéder là, justement à vos ordinateurs ou à vos données. Ensuite, on vous conseille d'éviter d'ouvrir les pièces jointes puis de cliquer sur les liens d'un courriel qui est non sollicité puis qui provient d'une entreprise ou d'une personne avec qui vous n'avez pas l'habitude de faire affaire. Donc, on vous conseille de toujours faire attention à l'adresse de provenance des courriels que vous recevez, puis de ne pas les ouvrir si vous avez des doutes là, sur la provenance, puis également de ne jamais ouvrir, là, évidemment, les pièces jointes. Puis, pardon, on a des petits problèmes. Puis de ne jamais ouvrir les pièces jointes puis les liens d'un courriel qui est non sollicité. Ensuite, on vous conseille également de ne jamais fournir vos informations personnelles. Donc, on en a touché un mot plus tôt dans la présentation, mais en ayant vos informations personnelles, des personnes mal intentionnées là, pourraient les utiliser pour accéder à des fournisseurs qui possèdent là, ou qui ont en leur possession certaines de vos données personnelles ou même certaines des données personnelles de vos patients. Puis, on vous conseille finalement d'utiliser des sources fiables pour obtenir de l'information. Donc, on en a parlé tout à l'heure. D'utiliser des sources fiables d'informations telles que des sites du gouvernement. Donc, Patrick vous a mis une bonne ressource là, dans sa présentation. Donc, les sources gouvernementales sont toujours d'excellentes sources d'informations sûres et sécuritaires. Puis, sinon, on vous conseille d'aller directement à la source, donc de contacter directement vos fournisseurs qui seront transparents puis qui pourront vous dire qu'est-ce qu'ils font en matière de cybersécurité puis comment ils vous soutiennent là, dans la protection des données personnelles de vos patients puis de vous-même. Finalement, on vous donne un petit truc qui est très contemporain à la situation qu'on vit actuellement. Donc, en ce moment, on est pratiquement tous en télétravail. Donc, on utilise beaucoup des outils de vidéoconférence ou de téléconsultation, comme notre nouvel outil Mail Telemed. Donc, ce qu'on vous conseille à ce niveau-là, c'est de jamais laisser d'informations confidentielles qui sont visibles dans le champ de vision de votre caméra. Donc, c'est le même principe que si vous receviez un patient dans votre cabinet, donc que vous ne laisseriez pas le dossier d'un autre patient ouvert ou
ou un post-it avec vos mots de passe dessus à la vue du patient qui vous visite. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, le patient, là, même si c'est l'autre côté de son écran, de votre écran là, chez lui, ben, il peut voir qu'est-ce qui se trouve alentour de vous. Donc, on vous conseille de vraiment rien laisser de confidentiel à la vue. Donc, c'est un peu le tour des petits trucs qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Donc, on vous rappelle, là, évidemment, ce qui est à retenir, c'est que vous êtes responsable de protéger les données personnelles de vos patients qui sont en votre possession. Vous êtes responsable de les garder confidentielles et de ne pas les divulguer, de ne pas laisser de divulgation. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger l'importance de bien choisir vos partenaires. Donc, Patrick en a touché un mot tout à l'heure. Il y a certains fournisseurs qui peuvent être un petit peu moins vigilants à ce niveau-là. Donc, c'est bien important de vous renseigner, puis d'aller directement à la source, comme on a dit, puis de vous assurer de faire affaire avec des fournisseurs qui tiennent à cœur la cybersécurité. Puis, à ce niveau-là, Medfort est très fier là, de réinvestir 30 de son chiffre d'affaires en recherche et développement avec un focus important sur la cybersécurité, comme Patrick l'a dit. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On va toujours être disponible pour vous en dire plus si vous avez des questions. Puis, on va toujours là, continuer à réinvestir à ce niveau-là pour nous assurer de vous soutenir là, dans la protection des renseignements personnels de vos patients puis de vous-même par le fait même. Excellent. Donc, merci Joël. Donc, comme à l'habitude, on va procéder à une petite période de questions. Donc, je vois qu'il y a certaines personnes là, qui ont eu quelques petites questions déjà. Donc, je vous laisserai peut-être un petit 30 secondes de questions de nous poser vos questions. Puis, on va revenir avec une période de questions où Joël, Patrick et Robert là, pourront y répondre. Excellent. Donc, on a reçu là, plusieurs questions qui sont intéressantes. Donc, Patrick, je ne sais pas si tu es toujours sur la ligne, mais je pense qu'on a des questions là, qui te concerneraient et qui seraient intéressantes là, que tu répondes. Une des questions là, que les gens posaient, c'est est-ce que c'est possible de limiter l'accès à mail en dehors de la clinique, par exemple pour le personnel clérical? OK, ouais, ben oui, c'est possible. C'est sûr que c'est de notre côté, la raison pour laquelle on ne le recommande pas, c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle, en théorie, quelqu'un va vouloir accéder à un mail, ce soit parce qu'on a besoin d'un document ou parce qu'il y a un patient qui est au bout de la ligne ou quoi que ce soit. Il y a des moyens technologiques là, qui nous permettent de le faire. Puis, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de mail, comme ça peut être au niveau de la configuration réseau de la clinique. Donc, la réponse est oui. Mais pour donner la bonne réponse technologiquement, c'est sûr que j'aurais besoin de plus d'informations sur quel est vraiment le but puis qu'est-ce qu'on veut limiter. Mais la réponse est oui. Excellent. Puis, Patrick, je reviens un petit peu au module de journalisation sur lequel tu nous as mentionné un petit peu plus tôt. J'imagine que sans nécessairement bloquer l'accès, les gens peuvent peut-être de manière ponctuelle aller vérifier au niveau du module de journalisation pour faire certain, par exemple, que certains membres de notre personnel n'accèdent pas, par exemple, à des données là, en dehors de leur période de travail. J'imagine que c'est quelque chose qui est possible de faire. Oui, absolument. Puis c'est quelque chose qu'on encourage aussi. Là. Ça fait partie de la sensibilisation. Puis comme je disais, les brèches de sécurité, quand je parlais des 93% des organisations qui ont connu une brèche de sécurité, c'est exactement dans ce contexte-là. Un accès à un dossier dans des circonstances durant lesquelles on n'en avait pas besoin. Là. Donc, c'est juste de faire une revue périodique des journaux, puis d'intervenir ponctuellement, puis de rappeler à ces personnes-là que les informations démographiques et médicales des patients, c'est sérieux, puis qu'on ne devrait pas y accéder pour aucune raison. Excellent, merci Patrick. Une autre question qui était super intéressante là, dans le contexte actuel. On a un utilisateur qui demandait là, si on connaissait les meilleures pratiques un petit peu, là, à savoir quels accès pourraient être limités selon le profil de l'utilisateur. Par exemple, personnel clérical, infirmier, travailleur social, pharmacien ou médecin. Est-ce que tu recommandes certaines configurations au niveau des comptes, là, à savoir des accès qu'on donne dans la console d'administration? Hein? Ben oui, c'est sûr que le principe qui gouverne ces accès-là, c'est vraiment de donner le minimum d'accès requis. Donc,
évidemment, ça va changer beaucoup d'une clinique à l'autre, là. Quelles sont les tâches qui sont afférentes au rôle de l'infirmier, de l'infirmière, du travailleur social, etc. Donc, c'est sûr que pour cette question-là, le meilleur partenaire, ça va être le chargé de projet ou le responsable de l'implémentation. Mais généralement, grosso modo, pour le personnel administratif, on ne donne que les accès aux volets démographiques, sociodémographiques et rendez-vous. Il y a certaines personnes qui vont ajouter la facturation. Il y a certaines personnes qui travaillent aussi pour la numérisation. Donc, on peut rajouter ces deux modules-là. Puis, généralement, au niveau médical, donc pour un médecin, pour un infirmier, infirmière, ben là, on aurait accès à toutes les données, là, les données médicales, puis les données de résultats de laboratoire, etc. Puis, si jamais la clinique a un agent d'amélioration continue ou s'il y a des rapports qui sont bâtis, ben on peut donner accès à ces modules-là sans nécessairement donner un accès à toute l'information qui est dans le dossier du patient. Donc, permettre à ces gens-là de bâtir des rapports pour la reddition de compte, pour la mesure de la performance de la clinique, sans nécessairement que ces gens-là accèdent à l'information brute là, dans le dossier d'un patient. Donc, c'est sûr que c'est une question qui est très large. Encore une fois, si jamais il y a des préoccupations, ça va nous faire plaisir de collaborer là, avec vous pour comprendre quel est le besoin puis pour vous aiguiller. Mais je pense qu'en règle générale, là, ce serait ça les bonnes pratiques que je dirais. Excellent, merci Patrick. On avait une question, là, on a quelqu'un qui nous demandait si on pouvait remettre disponible le lien là, pour du site là, que tu parlais, Patrick. Je ne sais pas si Joël, là, qui est sur la ligne, peut aller nous mettre là, la slide en question. Donc, ça permettra aux utilisateurs d'avoir le lien là, pour consulter le tout là, sur le site web. Oui. Ce que je recommanderais aussi, Charles, c'est évidemment ce webinaire sera disponible sur la base de connaissances. Mais sur l'article qui contiendra le webinaire, on pourra mettre le lien des pratiques exemplaires en cybersécurité là, du CST. Fait que, les gens, vous allez l'avoir, inquiétez-vous pas. Super. Peut-être pour revenir, je sais qu'au niveau du module de journalisation, Patrick, on en a discuté brièvement. On a un utilisateur qui demande qui peut faire cette revue périodique-là au niveau des journaux. Excellente question. Dans le fond, quiconque a accès à ce module-là va pouvoir faire ce qu'on appelle des études là, ou des analyses. Donc, il y a des choses qui sont déjà préprogrammées, puis l'interface est très facile à utiliser. Donc, l'exemple qu'on donnait, savoir à quel dossier et à quel moment est-ce que l'utilisateur X a accédé, ben, dans le module de journalisation, c'est très facile de choisir l'utilisateur en question, puis de regarder après là, dans le résultat de la grille à quel moment et à quel dossier cet utilisateur-là a accédé. Ça peut aussi aller très, très pointilleux, à savoir, on veut savoir, par exemple, qu'est-ce qui a été imprimé, parce que quand on parle d'une impression, ben, il y a de l'information qui sort du dossier médical électronique. Donc, on peut aussi faire des études dans les journaux pour savoir qui a imprimé quel dossier, pour voir ben, est-ce que l'impression elle était mandatée, oui ou non, ou dans quel contexte est-ce qu'on a imprimé, est-ce que c'était pour envoyer un fax, c'est pour envoyer une lettre, donc ce sont des choses qui sont disponibles à quiconque a accès au module d'administration. Super, donc on voit qu'on a des bonnes questions, on a des utilisateurs qui se préoccupent là, de la sécurité de leurs informations, ce qui est une bonne chose. On avait une autre question, encore une fois, toujours aussi pertinente. Est-ce qu'on peut mettre un compte sur stand-by lorsqu'un utilisateur ou une utilisatrice est, par exemple, absent de la clinique ou, par exemple, une utilisatrice qui serait en congé de maternité là, pour un temps déterminé? Absolument. C'est effectivement une excellente question. Oui, il est possible de désactiver temporairement là, sans supprimer le compte de cette personne-là. Donc, vous pouvez désactiver un compte. Donc, vous pouvez le faire à la main, là, le activer, réactiver. Vous pouvez aussi déterminer une balise temporelle. Donc, ceux qui ont, par exemple, des résidents ou qui ont des internes, vous pouvez dire que ben, le compte est seulement valide entre telle date et telle date, puis le compte va se désactiver automatiquement, passer la date de fin. Et pour les comptes qui sont désactivés, pour l'exemple du congé de maternité, de paternité, vous pouvez même, pendant la période de désactivation ou de stand-by,
décider de transférer les communications, les laboratoires et les documents à quelqu'un d'autre ou de les rendre disponibles à la clinique pour qu'il n'y ait rien qui tombe entre deux chaises, comme on dit. Donc, ces mécanismes-là sont déjà inclus dans MERV. Excellent. Puis ce qui est à mentionner peut-être aussi là, pour un niveau supplémentaire de sécurité au niveau de notre ligne de support, lorsque par exemple un utilisateur nous appelle puis que son compte est désactivé, ben nous, à l'interne, chez Medfort, on ne réactive pas ces comptes-là. On demande aux gens de passer par leur administrateur à la clinique justement pour être certain là, que ces gens-là ont bel et bien un droit d'accès valide là, au niveau de la plateforme MERV. Excellent. Donc, une autre question, encore une fois, pour toi, Patrick, c'est assez technique, donc c'est toi notre préposé aux questions là, pour la période présente. Donc, on demande, est-ce que c'est possible de bloquer, par exemple, un dossier patient pour un utilisateur? Par exemple, je m'excuse, j'ai un petit peu de la difficulté à comprendre la question, là, mais peut-être tu peux répondre à la question plus générale. Est-ce que c'est possible de bloquer, par exemple, un dossier patient là? Ben, pour le moment, les dossiers patients sont accessibles à tout le monde. Puis c'est par le module de journalisation qu'on va essayer d'attraper s'il y a des accès illicites qui ont été faits. On est en train de regarder avec l'équipe de R&D une manière simple et efficace de bloquer l'accès à un dossier en particulier. Ça ne veut pas nécessairement dire que le dossier n'est pas accessible à personne. Ça veut simplement dire que pour accéder à ce dossier-là, il y aura des étapes supplémentaires de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut accéder à ce dossier-là. Donc, évidemment, je pense que dans le cadre des soins, surtout des soins de santé, si un individu au dossier bloqué se présente en clinique avec une urgence, bien, il faut quand même qu'on puisse prodiguer des soins, peu importe qui est l'utilisateur. Donc, c'est pour cette raison-là que bientôt, je l'espère, on va pouvoir bloquer l'accès à un dossier particulier, mais quand même pouvoir y accéder par un processus qu'on appelle un processus de bris de glace. Là. Donc, d'expliquer, de noter dans le système pourquoi on veut y accéder et dans quel contexte avant de pouvoir y accéder. Excellent. Donc, merci, Patrick. Donc, on avait une précision. Oui, ben c'est ça. En fait, je pense que tu as couvert la question. Là. En fait, la clarification que l'utilisatrice nous demandait, c'était justement, par exemple, s'il y a des liens familiaux à l'intérieur d'une clinique, on voudrait, par exemple, bloquer certains accès là, à ce niveau-là. Donc, c'est de ce que je comprends, là, ça faisait partie de ta réponse. Effectivement. Excellent. Puis, ben écoutez, ça fait le tour au niveau des questions. Patrick, je ne sais pas si tu avais, en terminant, peut-être des recommandations. Je sais qu'au niveau dans les différentes cliniques qui travaillent avec Mail, on a une certaine expérience au niveau de la sécurité de l'information. Est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres éléments que tu remarques là, qui sont parfois communs au niveau des utilisateurs qui seraient peut-être à proscrire ou à prescrire, là, dépendamment de… Ben écoutez, c'est sûr que j'en ai beaucoup à dire sur la sécurité, mais je pense que le plus important, c'est de se maintenir à l'affût puis de vraiment d'observer les meilleures pratiques là, du domaine. Joël le disait un peu plus tôt, mais avoir une session télémètre puis que tous les documents sont visibles, sont disponibles, c'est quelque chose qui est à proscrire. S'assurer de toujours être dans un environnement qui va respecter la confidentialité, là, donc de ne pas pratiquer de la médecine ou de faire sa révision de labo dans un terminal à l'aéroport, par exemple. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très intéressant. Aussi, vraiment, si jamais, puis je pense que implicitement tout le monde le sait, mais si jamais il y a quelque chose qui se passe puis ça n'a pas l'air naturel, ou c'est un courriel non sollicité, ou vous voyez des informations dans un dossier qui sont bizarres ou particulières, vous regardez le module de journalisation puis vous voyez qu'il y a de l'activité qui est suspicieuse, moi je vous dirais de toujours investiguer. Mieux vaut être du côté plus sécuritaire, là, presque paranoïaque, que d'être un peu plus relax, comme on dit, puis de courir le risque qu'il y ait une brèche de sécurité à ce niveau-là. Je vous dirais, là, c'est mes 3 règles. Excellent. Donc, merci beaucoup,
Patrick. Donc, je pense que c'est ce qui complète notre entretien Mail Impact là, pour ce midi. Encore une fois, on vous encourage, si vous avez des questions, on a une équipe de support à la clientèle qui est dédiée puis qui connaît très bien, qui est habituée de répondre à ces questions-là. Donc, ça nous fera plaisir de vous appuyer, surtout par exemple au niveau de la configuration des comptes ou la configuration des accès. On peut vous donner facilement les meilleurs accès en fonction de votre situation. Donc, on vous encourage à communiquer avec nous. Donc, je vous invite déjà pour la semaine prochaine à notre prochain entretien Mail Impact. Donc, la semaine prochaine, un module super attendu. Donc, on vous dévoile là, notre nouvelle interface de CNSST. Puis, on vous présente aussi les nouveautés pour Mail Télémed. Là. Donc, 2 modules qui vont vous en offrir davantage. Donc, on vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Puis, également, donc, encore une fois, on vous envoie des questionnaires là, pour vous sonder. Donc, gênez-vous pas à nous répondre. On est toujours intéressé à connaître vos commentaires là, sur nos présentations. Puis, on vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet de vous tenir à jour sur les mises à jour, sur les différents événements qu'on tient, puis sur les nouveautés de la plateforme. Donc, on vous remercie à tous là, pour votre participation ce midi. Puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Salut.